combien je suis heureux d'être parmi vous. J'ai souvent entendu parler de votre école à un moment où ma propre fille préparait les grandes écoles de commerce et elle rêvait sur la carte des différentes destinations possibles. Parmi celles-ci, cette destination très prestigieuse d'Audencia à Nantes. Donc bravo, bravo pour être là, mais être là c'est bien. Aller ailleurs c'est mieux. Et donc je suis là pour vous parler du vaste monde. Le monde c'est le grand oublié de tous les débats nationaux. Et c'est pourtant notre plus grande chance. Et c'est parce que nous avons peur du monde que nous accumulons depuis des décennies des problèmes. Le monde, il faut que vous puissiez en faire un allié, un partenaire, un ami. Maîtriser le monde, c'est la garantie de voir se dérouler les choses infiniment plus facilement pour vous en France ou ailleurs. Mais la première règle aujourd'hui pour un jeune, le plus grand avantage, c'est de comprendre, d'aimer, d'avoir envie du monde. Alors mettons-nous très rapidement au balcon de la mondialisation, ce balcon qui s'accélère depuis 25 ans. 1989, nous avons vu avec la chute du mur de Berlin et la chute du bloc soviétique annoncée, nous avons vu le temps s'inverser. Tout était figé, tout s'accélère et on pense alors que l'esprit de liberté va galoper sur la planète. On se trompe, à l'évidence. On pense que la fin de l'histoire est arrivée, que le libéralisme va l'emporter partout, et ce n'est pas cela qui se produit. Les choses se déroulent rarement comme imaginé, et c'est effectivement une nouvelle fois le cas. Ce sont de nouvelles crises, de nouvelles difficultés, de nouvelles embûches qui s'accumulent. Première électrochoc sur cette scène mondiale, 11 septembre 2001. Oui, la violence est encore là, dans ce post-monde, dans ce monde de l'après-Berlin. La violence est encore là et elle frappe au cœur de New York, dans une société qui n'avait jamais été frappée par le terrorisme. Et à partir de là, on voit cet acteur majeur de la vie internationale, qui pèse si lourd comme une chape de plomb sur toutes les démocraties, et au premier chef peut-être la nôtre. Cet acteur, c'est la peur. Peur de l'avenir, peur du monde, peur de l'autre. Et si vous prenez ce critère de la peur pour expliquer l'évolution des démocraties occidentales depuis 2 décennies, beaucoup de choses alors deviennent enfin lisibles. Cette peur, elle introduit une coupure. Alors que le monde avait été divisé entre le bloc soviétique et le bloc capitaliste, on voit alors s'arc-bouter 2 autres mondes, le monde dit de liberté, le monde des démocraties, et le monde de l'islamisme. Là aussi, avec force suspicion, force inquiétude, force procès d'intention. Et puis, 2003, c'est la cristallisation, la tentative d'OPA faite par l'administration Bush sur cette autre partie du monde, sur cette autre qu'on veut réduire à néant à travers le régime de Saddam Hussein, y compris au prix d'un très gros mensonge, les armes de destruction massive, ces armes qui n'existaient pas et qui justifient l'entrée en guerre des États-Unis en Irak. C'est toujours très grave, le mensonge, mais c'est beaucoup plus grave quand ce sont les démocraties qui mentent. Que les autres mentent, pas beaucoup de surprises, mais qu'une démocratie se sert de ce levier du mensonge, c'est le risque du discrédit, c'est le risque de l'incompréhension. Et ayez toujours en tête, quand vous pensez le monde, que selon l'endroit où l'on se trouve sur la planète, on ne voit pas la même planète, on ne voit pas la même histoire, on ne voit pas la même narration. Si vous êtes à Nantes et que vous regardez les actualités à travers les différents médias, on vous raconte une histoire, une certaine histoire. Si vous êtes à Bagdad ou si vous êtes au Caire, vous regardez la chaîne Al Jazeera, vous voyez d'autres images, pas les mêmes. Pas les mêmes sur la flottille débarquant à Gaza, pas les mêmes sur le printemps arabe, pas les mêmes sur ce qui se passe en Afghanistan, pas les mêmes sur les mouvements sociaux qui se déroulent en Grèce. C'est une autre histoire vue avec un autre point de vue. Ayez toujours à cœur, quand vous pensez l'histoire, quand vous pensez l'actualité, de sortir de cette schizophrénie dans laquelle nous sommes installés, qui est que de ne regarder que la moitié du monde avec un œil, tel le cyclope. Non, ouvrez les 2 yeux et pensez l'histoire en vous disant, dans cette histoire, je connais la moitié, j'ai la moitié du ticket. Quelle est l'autre moitié? Et pour comprendre l'autre, on a besoin de cette autre histoire. Je saute à grandes enjambées de 2003-2008.
la crise économique, la crise financière, tout ce qui était certain. Cet outil formidable qui a mu beaucoup de générations, qui est l'enrichissement, l'accumulation, la spéculation, des écoles de commerce par bataillons entiers qui ont formé des jeunes qui s'imaginaient avoir des lendemains qui chantaient. Eh bien, tout cela s'est effondré comme un château de cartes, comme les tours de M. Madoff. Tout cela empilé, finalement, n'était que des feuilles mortes. Nous vivons toujours sous ce règne d'une découverte effarante qui est que ce qu'on croyait solide ne l'était pas, que les piliers du temple, finalement, étaient bien fragiles. Et puis, 2011, un autre espoir, comme quoi on oscille toujours entre espoir et déconvenu, un autre espoir qui vient du monde arabe, l'idée qu'il n'y a pas de fatalité à ce que le monde arabe soit dominé par des dictatures, qu'il y a aussi la possibilité pour ces peuples-là d'avoir droit à la démocratie, d'avoir droit à une réponse pour leurs aspirations, aspirations du quotidien comme aspirations plus amples à l'échelle nationale. Nous en sommes dans ce temps-là de l'histoire, avec pour la France 3 défis majeurs. Si on se place, nous sommes dans une école de commerce, sur le terrain de prédilection, l'économie. Premier défi, comment fait-on quand on est un pays développé, avec un niveau de vie élevé, avec des salaires élevés, pour faire face dans la mondialisation à la concurrence des grands pays émergents? Un salarié français, c'est à peu près le coût de 15, 20 Chinois, de 8, 10 Marocains, Tunisiens, Algériens. Comment fait-on pour fabriquer des produits avec un tel différentiel de coût du travail qui puisse malgré tout trouver des débouchés? Il n'y a qu'une réponse. C'est la qualité. Ce n'est pas produire français, ce n'est pas Made in France, ce n'est pas un label bleu, blanc, rouge. C'est qu'il faut absolument que les produits que l'on fabrique soient de meilleure qualité que ceux que les autres fabriquent. Et il y a dans la fable politico-économique un exemple intéressant dont on tire rarement la vraie conclusion, le Jabi. Vous avez tous entendu parler aux 20 heures de cette entreprise, une entreprise de confection générale, 93 salariés, qui voyaient avec effarement la fermeture de l'usine. Cette usine sauvée par un grand groupe dans des circonstances qui sont des circonstances, qu'on le veuille ou non, électorales. Mais quelle est la leçon intéressante? C'est que ce groupe, cette entreprise de confection générale, va devenir une entreprise de maroquinerie de luxe. La confection générale, les dessous féminins, on aura du mal à les faire moins cher que les Chinois. Par contre, la maroquinerie de luxe, on pourra la faire de tellement meilleure qualité que les Chinois que nous pourrons exporter en Chine à des prix très élevés ces produits et ces fabrications. La leçon, fabriquons de meilleure qualité. Et ça vaut pour l'Inde, ça vaut pour le Brésil, ça vaut pour l'Afrique, ça vaut pour l'ensemble des pays. Si nous sommes capables de rassembler nos produits sur des gammes de très grande qualité, eh bien oui, il y a des débouchés possibles. Ça veut dire que si demain vous voulez créer votre entreprise et que vous voulez créer la énième entreprise dans un secteur en déclin, eh bien réfléchissez-y à 2 fois. Par contre, si vous avez du dynamisme et une idée géniale dans un secteur porteur, par exemple le secteur des logiciels ou le cinéma d'animation ou la pharmacie, là oui, là vous pouvez y aller. Là, il n'y a aucun problème. Vous êtes sur des secteurs, sur des créneaux où il y a un avantage comparatif à ces produits-là dans la mondialisation qui vous permettra de voir votre entreprise se développer. Deuxième défi, les pays hors zone euro qui sont les premiers concurrents de la France. Je pense aux États-Unis, je pense au Japon, je pense au Royaume-Uni. Nous avons un problème face à ces pays, c'est comment vendre des produits dans ces pays ou en concurrence avec ces pays de façon avantageuse. Le problème que nous avons, c'est un problème monétaire. Si l'euro est très supérieur au dollar, eh bien, nous aurons beaucoup de mal à vendre des produits qui, eux, sont fabriqués en dollars, en yens ou en livres sterling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que dans le débat que nous avons avec nos amis allemands, on intègre dans la stratégie de la Banque centrale européenne non seulement une dimension l'inflation, qui est dans la vocation historique de la Banque centrale, mais un autre paramètre qui est celui de la croissance. Ça veut dire qu'il faut que notre monnaie intègre cet élément de compétitivité si l'on veut pouvoir être concurrentiel par rapport à ces autres pays. Reste un groupe de pays, et qui n'est pas le plus facile, et dont on parle moins, qui sont les pays de la zone euro
avec lesquels nous sommes en compétition. Et au premier chef, l'Allemagne. L'Allemagne a une position dominante en Europe. Elle a réussi non seulement à gagner les grands pays, les marchés des grands pays émergents comme la Chine, mais en plus, elle a réussi à gagner des parts de marché dans nos propres pays. Et ceci avec un différentiel de compétitivité, certes marginal, mais avec tendance nette à la baisse. Et c'est là où vous retrouvez un grand débat d'actualité, qui est celui de la TVA sociale. Comment on fait pour diminuer le coût du travail, dès lors qu'une charge très lourde pèse sur les salaires? Et l'idée est bonne, effectivement, d'alléger la charge pesant sur les salaires. Malheureusement, il faut que le différentiel soit suffisamment fort pour qu'on ait un choc de compétitivité qui véritablement fasse la différence. Je ne suis pas sûr qu'avec 1,6 d'augmentation de la TVA, ce choc de compétitivité soit fort. Ça fait en gros une enveloppe de 30 milliards qui pèsera en moins sur les salaires, là où j'estime pour ma part qu'il faudrait au moins une enveloppe de 60 milliards répartie entre la consommation, la CSG et l'impôt sur les sociétés. C'est pour vous dire que le pari économique, le pari commercial, le pari de la compétition française dans le monde dépend de décisions essentielles et qui sont très largement ces décisions, elles aussi dépendantes de la capacité de la France à faire passer ses messages. En l'occurrence, si nous ne pouvons pas convaincre les Allemands que dans la stratégie européenne, il y a bien sûr un pilier qui est celui de la discipline. Alors celui-là, on le vit à plein, nous, Français, on a accepté la discipline budgétaire allemande, mais on n'a pas fait accepter aux Allemands l'idée qu'il puisse y avoir une solidarité financière en Europe. Exemple, la Grèce au bord du chaos social. Tant que les Allemands n'auront pas compris qu'il y a un prix à payer à cette solidarité et qu'il faut véritablement mutualiser la dette européenne, soit à travers les euro-obligations, soit à travers un changement de statut de la Banque centrale européenne, ce qui veut dire la capacité pour la Banque centrale à se constituer prêteuse en dernier ressort. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un pays confronté à une difficulté, la Banque centrale peut dire « je couvre ». Bien sûr, au prix d'une convergence entre l'ensemble des économies européennes, au prix d'un effort mesuré. Est-ce qu'il faut que cet effort soit fait dans des délais très courts, au risque de voir ces pays cassés socialement? Je ne le crois pas. Certains veulent viser 2016, je crois que c'est très court. L'Allemagne a mis plus de 8 ans à revenir à l'équilibre. Je crois qu'on serait bien inspiré à se donner comme échéance 2017-2018, plutôt qu'une échéance trop proche. Donc vous le voyez, des défis extrêmement lourds. Pour relever ces défis, il faut que la France compte encore dans le monde. Et c'est le dernier point que je veux aborder avant de répondre à vos questions. Ça, c'est une affaire qui n'est pas gagnée. Une affaire qui n'est pas gagnée parce que la France a toujours pesé plus que son PNB, pesé plus que ce qu'elle représentait en termes de richesse comparée, notre nation, par rapport à la situation du monde. Pourquoi? Parce que nous avons un héritage historique. Héritage historique qui a été magnifié par le général de Gaulle, mais qui partait d'une réalité très simple si on la compare. En Europe, il y a deux pays qui sont aux deux extrêmes. Vous avez d'un côté le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a pour vocation historique d'être le meilleur allié des États-Unis, et ils passent leur temps à tendre la main, on l'a vu y compris dans la crise irakienne, à tendre la main à leurs amis américains. Et il y a la France, qui, elle, a une vocation historique. C'est de tendre la main à tous ceux à qui personne ne tend la main. Or, c'est important qu'il y ait sur la scène mondiale un pays qui soit capable de parler à ceux avec qui on ne parle pas. Parce qu'il y a une règle d'or en matière diplomatique. On ne peut pas régler les problèmes si on ne parle pas avec tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas régler le problème de l'Iran si on ne parle pas à l'Iran. On ne peut pas régler le problème de la Syrie si on n'a pas des canaux de communication avec la Syrie. Ça ne veut pas dire nécessairement un dialogue officiel qui, dans certaines circonstances, est difficile, voire dangereux. Ça veut dire avoir des fils, avoir une connaissance sur le terrain, avoir des interlocuteurs capables de faire parler des messages, de faire passer des messages, et y compris parfois des messages très durs. C'est cette capacité de la France qui est aujourd'hui, à mon sens, en question. Alors la France peut vouloir s'exposer, comme elle l'a fait dans l'affaire libyenne, et j'ai soutenu pour ma part l'idée que nous engagions une bataille aux Nations Unies pour obtenir une résolution du Conseil de sécurité par consensus qui autorise le recours à la force dans le cadre d'une intervention humanitaire. Cette hypothèse est une hypothèse qui était nécessaire dans la situation libyenne et qui était possible. Mais la France n'a pas vocation à être à la pointe des pays les plus durs. Pourquoi ? Parce que si vous êtes à la pointe des pays les plus durs, vous perdez la capacité à négocier et à parler avec tout le monde. L'exemple, le meilleur exemple pour moi, c'est celui de l'Afghanistan. L'Afghanistan qui, depuis 2001-2002, date de l'intervention
véritablement les résultats, cette politique-là n'a pas donné les résultats que nous escomptions. Or, qu'a-t-on fait? Les années sont passées, 2005, 2006, 2007. En 2006-2007, avec Jacques Chirac, nous étions convaincus de la nécessité d'un retrait et nous avons engagé ce retrait. Nicolas Sarkozy, lui, avait posé clairement l'idée que, élu, il retirerait nos troupes d'Afghanistan. Élu, il a doublé le nombre de nos troupes en Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'il savait que cela faisait plaisir à Barack Obama qui voulait se retirer d'Irak et en compensation marquer des points en Afghanistan. Le résultat, c'est l'enlisement que vous connaissez, c'est le nombre de morts qui a considérablement augmenté au cours des dernières années, mais c'est surtout une impasse diplomatique. On n'intervient pas militairement si on n'a pas une stratégie politique, une stratégie économique, une stratégie sociale. En Afghanistan, nous n'avons pas eu dans les dernières années cette stratégie politique, économique et sociale. Et la caricature de cette situation, c'est que les seuls pays qui sont intervenus militairement en Afghanistan sont des pays occidentaux. Aucun pays de la région ne s'est engagé sur le terrain. Ni l'Iran, ni la Chine, ni l'Inde, ni la Russie, ni le Pakistan. C'est dire que tous les pays concernés sont restés observateurs, parfois moqueurs, de l'intervention occidentale. Aujourd'hui, le premier devoir de la diplomatie, c'est de faire en sorte que ces pays réinvestissent leurs responsabilités en Afghanistan et que le gouvernement afghan lui-même puisse savoir qu'il ne sera pas éternellement soutenu, quelle que soit sa politique vis-à-vis des talibans. Et à partir de là, vous avez le début de quelque chose de neuf, qui est la prise de responsabilité. Si vous ne mettez pas une région, un pays devant ses responsabilités, vous n'avez aucune chance d'obtenir cet électrochoc, cette prise de conscience qui permet alors des vraies décisions qui vont changer la nature d'une crise. Aujourd'hui, rien n'est plus urgent que de rassembler dans une conférence régionale l'ensemble des pays de cette région qui vont pouvoir alors œuvrer aussi et non plus être spectateurs d'une crise qui pour certains les arrange, sachant que les jours, la présence occidentale est désormais comptée. Donc vous le voyez, toute crise implique une implication, mais une implication qui dépend des circonstances de la crise, de la situation de la crise. On n'intervient pas en Libye comme on intervient en Syrie, comme on interviendrait en Afghanistan. À chaque fois, il faut s'interroger sur les moyens, mais ce qui est certain, c'est quand on est la France, on a vocation à chaque fois à être en pointe, non pas en pointe comme le pays le plus dur vis-à-vis de la crise, non pas en pointe comme le pays qui argumente en faveur de l'usage de la force à chaque étape, mais comme le pays qui a le plus d'imagination, comme le pays qui ne baisse jamais les bras devant une quelconque fatalité. Si la France arrive à conjuguer des réponses en termes de stratégie économique pour collectivement régler l'équation très complexe et très difficile auquel nous sommes aujourd'hui soumis. Et si, diplomatiquement, nous arrivons à faire en sorte que la voix de la France continue d'être entendue et la France attendue partout où les choses sont difficiles, si nous pouvons contribuer à faire en sorte que la gouvernance mondiale avance alors qu'elle piétine depuis des années, nous le voyons dans le rôle des Nations Unies, nous le voyons dans l'absence d'une organisation mondiale de l'environnement, nous le voyons dans le suivi des crises, dans l'articulation entre les organisations régionales et les organisations internationales. Nous sommes aujourd'hui devant un déficit des organisations internationales et de la gouvernance mondiale qui montre à quel point il y a des marges de manœuvre pour une grande diplomatie. C'était les quelques points que je voulais souligner en introduction devant vous. Merci.